Bonjour et bienvenue à cette édition du 16 janvier 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer. Donc, on s'adresse de ce sujet avec Ariel Bouchard. Deux matapédiennes lancent aussi un livre intitulé « Ma famille arc-en-ciel ». La chanteuse Wendat Anima Ora nous accorde une entrevue. Mais tout d'abord, une série d'entrevues concernant l'avenir de la caserne de Saint-Noël qui est remis en cause. L'avenir de la caserne de Saint-Noël est remis en cause après que la MRC ait soumis une recommandation au Conseil des maires et les communautés de l'ouest du territoire soulèvent beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je me suis entretenu avec les maires de Saint-Damas et de Saint-Noël, ainsi qu'avec Joël Tremblay, directeur général de la MRC, et André Véraud, chef aux opérations prévention du service d'incendie. Merci beaucoup, M. Marquis, de nous accorder cette entrevue-là. Bien, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Quand est-ce que vous avez entendu parler de la première fois là, cette question-là de la remise en question de l'avenir de la caserne de Saint-Noël? Dans le fond, c'est à peu près la première semaine, la première ou deuxième semaine de novembre. Là. Je me souviens plus de la date exacte, là, mais c'est ça, le directeur du service incendie avec le directeur, le DG de la MRC sont venus nous rencontrer parce que avant ça, il était venu nous rencontrer, mettons, une couple de mois avant pour nous dire qu'il y avait des rénovations à faire sa caserne. Puis, dans cette rencontre-là, la première qu'on avait eue, il nous avait dit que la caserne était fonctionnelle, puis, que les pompiers étaient réactifs, tout ça. Mais la deuxième réunion qu'on a eue, justement, là, au mois de novembre, c'était vraiment pour le scénario. Le premier scénario qu'ils nous ont suggéré, c'était vraiment la fermeture. Ils envisageaient la fermeture de la caserne 6 de Saint-Noël. Fait que là, on n'était pas préparé à ça. Ça nous a fait un choc. Puis, une semaine après, on avait la réunion des maires à MRC. Puis ça a été mis au sujet que, c'est ça, il y avait 3 scénarios, dans le fond, qui étaient envisagés. Puis, au final de tout ça, c'était la fermeture qui était envisagée par le service d'incendie puis la direction de la MRC. Mais là, c'est quoi les principaux enjeux reliés à cette caserne-là, à l'avenir de la caserne pour la maintenir ouverte? Bien, les principaux enjeux, c'est sûr que l'enjeu d'espace, là. C'est sûr que les nouveaux camions, là, on s'entend qu'ils sont plus grands un peu. Ça fait que l'espace est serré. Puis je pense qu'il y a des normes aussi, à cette heure, les normes de la CNE-SST, qui nous ont été dit qui étaient 2 mètres tout le tour du véhicule. Présentement, on l'a pas le 2 mètres. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est un point qui tiraille beaucoup. Là. Va falloir regarder pour ce point-là. Là. C'est surtout ça que ce point-là majeur. On avait un enjeu aussi que les pompiers répondaient pas tout à fait assez. Et là, c'est sûr qu'il y a eu des rencontres de fait, puis durant, mettons, les 5 dernières sorties qui ont été assez courts dans le temps. Là, mettons, une semaine, là, ils ont sorti à peu près 5 fois, là, puis on avait à peu près une moyenne de 7 pompiers par sortie, là. Ce serait quoi les coûts reliés au maintien de la caserne, là, à la rénovation de la caserne? Bien, il y a eu la MRC, dans le fond, ils ont fait faire une évaluation là, par un contracteur. Eux autres, ils arrivaient tout près de... En tout cas, ça frôlait 600 000, là, c'est 500 quelques mille, là, 547, si je me souviens bien. C'est sûr que là, ça comprenait tout, là, mais... je sais que si on a une possibilité de rénover, bien, c'est pas la MRC, là, je l'ai dit d'office, c'est pas la MRC qui va gérer ce projet-là. C'est vraiment la municipalité qui va gérer le projet s'il y a un projet de rénovation. Là. On est plus proche. Parce que la caserne appartient à la municipalité présentement. Exactement. La caserne appartient à la municipalité présentement. Présentement, en 2026, là, on a un loyer qui nous est offert à 12 000 $ par année, ce qui comprend tout l'entretien,
l'entretien de la bâtisse, le déneigement, la pelouse, tout est compris, chauffage, éclairage pour 12 000 $, puis la caserne, elle a trois portes de garage là, à l'heure actuelle. Là. Fait que c'est quand même une grande caserne. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres scénarios possibles que les 3 scénarios apportés par la MRC? Bien, c'est ça. Là. Présentement, là, on est allé faire une visite d'un autre site potentiel qui pourrait accueillir la caserne. Il reste des affaires à attacher. Là. C'est sûr que il faut s'entendre aussi avec la MRC. On ne peut pas commencer à investir dans un bâtiment si la MRC nous s'engage pas à maintenir le service, parce que vraiment, le service incendie, quand on a fusionné, c'est la MRC qui a ramassé tout le service incendie. Ça fait que les pompiers, les équipements, la formation, c'est toute la MRC qui gère ça, dans le fond. Là. Puis moi, je suis capable d'admettre, puis ils font une très bonne job là-dessus. Là. La formation, les équipements, tout ça, ils prennent ça au sérieux. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf, c'est ça, le point de vue caserne, bien, en tout cas, si on est capable de combler les lacunes qu'on a, si on est capable d'acheter un bâtiment puis le rénover à moindre coût, bien, ça va être gagnant-gagnant. Là. C'est quoi les inquiétudes au niveau sécurité, principalement à Saint-Noël, dans le cas d'une urgence, s'il n'y a pas de caserne à Saint-Noël? Bon, c'est sûr qu'à Saint-Noël, là, on a un commerce, entre autres, là, que c'est la meunerie Bernard Landry. Là. Ils ont un séchoir à grains, puis le séchoir à grains est alimenté par une grosse citerne de propane. Ça fait qu'il y a des enjeux de sécurité là-dessus. Là. Si jamais il y a un garage de transport qui est voisin de la meunerie, puis la meunerie comme telle, si jamais il y a un incendie majeur, mais c'est ça, là, il y a des procédures là, du plan d'intervention civile qui nous disent qu'on doit évacuer le village. Okay. Ça fait que ça, c'est un enjeu majeur. Ce qui est problématique, c'est que c'est le temps de réaction. Le temps de réaction des pompiers de Saint-Noël, c'est 10 minutes. Si on parle, si la caserne ferme, c'est les pompiers, mettons, de Sébec qui se déplacent, mais c'est 24 minutes. 24 minutes, on s'entend dessus, c'est 24 minutes de transport. Là. Ça fait qu'ils ne sont pas sur des places, ils ne sont pas déployés, tout ça. Ça fait que c'est sûr que le temps joue un gros rôle là-dedans pour la sécurité. Puis aussi, on ne souhaite pas ça, là, mais on a le chemin de fer là, qui passe au centre du village. Là. Ça fait que, veut pas, il y a des enjeux de sécurité aussi avec le chemin de fer. Puis on n'a pas de voie de détournement. S'il arrive de quoi sur le chemin de fer, Saint-Noël est comme scindé en deux. Là. Il y a une voie de détournement, mais c'est plusieurs dizaines de kilomètres là, pour faire le tour. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer comme dénouement dans ce dossier-là? Bien, moi, j'espère, c'est ça, là, parce que la MRC, là, ils ont vu que ça... Les gens de trois... On parle de Saint-Noël, mais c'est pas juste Saint-Noël, là, c'est les 3 municipalités que la caserne dessert, dans le fond. Là. Il y a Saint-Lamasse, Saint-Noël, puis Saint-Moïse, OK? Il y a un comité qui a été fait avec il y a des citoyens, il y a des gens d'affaires, des agriculteurs qui sont préoccupés de ça. Puis ils ont formé un comité. Donc, ce comité-là, ils sont en train de travailler. C'est un comité, là, j'ai fait le site, c'est vraiment dynamique, là. Puis c'est des gens compétents. Fait ils sont en train de chercher des solutions pour combler les lacunes qu'il y avait. Donc, moi, ce que j'espère que la MRC fasse, que j'ai fait la demande à la table de la MRC, c'est que donner le temps au comité d'aller en avant puis trouver des solutions pour combler les lacunes. C'est ça. Là, la MRC, dans le fond, ils ont fait une prolongation pour le vote là, des maires là, juste au mois de février. Au février, c'est ça, ils ont donné le mandat au
conseil administratif d'étudier le dossier pour émettre une opinion. L'opinion va être transmise à la table de la MRC pour le vote final. Moi, ce que j'ai demandé, j'en reviens là-dessus, c'est que le comité administratif rencontre le comité qui a été fait pour la sauvegarde de la caserne de Saint-Noël, la caserne numéro 6, pour qu'ils voient c'est quoi qui a été sorti là, de bon, puis les projets futurs. Ça fait qu'avec ça, ils vont pouvoir prendre une bonne décision sur la sauvegarde ou non de la caserne de 6 de Saint-Noël. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment pour nous. Bien, je vous remercie beaucoup de vous avoir déplacé à Saint-Noël. Je suis bien fier. C'est plaisir. Merci. C'est quand est-ce que vous avez entendu parler la première fois d'une éventuelle fermeture de la caserne de Saint-Noël? Ça a été amené autour de la table de la MRC le 12 novembre lors d'une réunion. Fait que c'est ça, là, ça a été annoncé que c'est une décision que la table de la MRC doit prendre, mais il y avait 3 scénarios. Fait que là, la fermeture, la rénovation de la caserne qui est déjà là, puis l'autre, c'était comme un statu quo qu'on bougeait pas, on faisait rien. Là. Fait que c'est ça. C'est quoi les principales inquiétudes des citoyens ou de la municipalité de Saint-Damas face à la fermeture de la caserne de Saint-Noël? Bien, la plus grosse interrogation, puis la peur des gens, c'est sur les personnes âgées, ils sont fébriles, parce que quand ils sentent qu'il y a un service de proximité comme une caserne qui ferme, ils se sentent un petit peu moins comme en protection. Fait que c'est sûr que eux autres, leur sentiment de protection, ben s'il y avait une caserne à 5, 6, 7 km de chez nous, ben ça aide à avoir une protection. Première des choses, ça, c'en est une. Puis après ça, il y a aussi l'augmentation des assurances. Tu sais, on néglige ça, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont vivre une augmentation des assurances parce que la couverture est moins proche. Puis, est-ce que vous avez aussi une inquiétude face à... Parce que dans le fond, vous êtes quand même proche de Baie des Sables aussi. Donc, est-ce que dans le fond, c'est la force de frappe, j'imagine, qui est plus inquiétante parce que vous êtes quand même encore à proximité, près de la même distance d'une caserne? Oui, mais il y a 2 choses là-dedans parce qu'il y a le temps d'intervention, c'est une, puis après ça, la force de frappe. Le ministère de la Sécurité publique, eux autres, ils préconisent, non, ils obligent qu'il y ait 8 pompiers en action sur un feu. Fait que si les 8 sont pas arrivés, ben la force de frappe, là, c'est ça, c'est là qu'on peut pas frapper tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas les 8 pompiers. Fait que c'est sûr que même si Baie des Sables est proche de chez nous, s'il y a juste 4 pompiers de disponibles, ben c'est sûr qu'on tombe dans un vide pareil. Il faut attendre quand même la caserne de Sébec ou même de l'extérieur. Puis ça peut venir jusqu'à Saint-Angèle ou Price qui peuvent venir ici. Mais dans ce cas-là, ben c'est le temps. Tu sais, moi, je pense à un citoyen qui reste dans le fond du rang 7 ou dans le fond d'un de nos rangs qu'on a. Ben le temps que les pompiers se rendent chez eux, c'est pas vraiment le vrai temps de frappe parce qu'il y a encore peut-être 4-5 minutes pour se rendre chez eux. Fait que c'est sûr que c'est névralgique. Là. C'est un moment de... C'est le temps d'attente qui va rallonger. Qu'est-ce que vous espérez comme résolution dans ce dossier-là? Bien, moi, la première des choses, je sais que je veux qu'on soit entendu puis dire que c'est un moment de réflexion. Je crois que c'est trop subi de prendre une décision dans les prochaines semaines parce que là, il y a aussi le schéma de risque qu'il faut envoyer au ministère. Il faut fermer ça. Fait que là, si on n'inclut pas la caserne ou si on inclut la caserne, ça change la donne pour ce rapport-là. Puis ce rapport-là, ben il y a quasiment 1 an de travail à faire pour le monter. Fait que c'est ça qui nous a amenés sur la table. Il faut prendre une décision rapide. Mais moi, je trouve que c'est trop subi. Puis c'est un service de proximité. Tu sais, on t'en rend toutes les pertes des services de proximité. Puis je pense que là, il faut vraiment trouver des solutions. Là, il y a un comité qui se forme à Saint-Noël pour trouver des solutions puis amener des points là, à la MRC, là, à la table de concertation pour le service incendie, justement. Fait que c'est sûr que moi, je trouve que c'est trop rapide. Fait que c'est ça qu'on demande, un petit temps de délai. Même si ça coûte un certain montant, garder la caserne encore 1 an, mais au moins, on va, dans la prochaine année, on va essayer de trouver du monde plus pour avoir plus de gens prêts à servir à Saint-Noël. Après ça, peut-être relocaliser la caserne si ça coûte trop cher à la rénover. C'est des choses, ça prend du temps à vérifier. Il existe des locaux aussi à Saint-Noël qui pourraient être convertis. Fait que c'est toutes des choses qui, je pense que la MRC doit calculer là,
C'est un petit temps de délai qu'on demande. Parce que des fois, j'ai l'impression la MRC donne peut-être une image comme de quoi qu'ils considèrent peut-être pas assez, des fois, les commentaires des citoyens. Je sais pas si c'est de quoi que vous aviez remarqué. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est sûr que la MRC, c'est les maires. Parce que la MRC, en tant que telle, administratif, eux autres, il faut qu'ils présentent des chiffres. Puis, c'est honorable pour eux autres. Ils ont sorti des chiffres, puis c'est correct, là. Mais pour prendre une décision rapide, là, c'est les maires qui vont décider, mais on n'a pas toute la même réalité. Si on prend des grandes villes ou les plus grandes localités là, qui sont desservies avec des services incendies dans leur localité, ça a moins d'impact. Fait que c'est sûr que cette décision-là elle appartient aux maires, mais on n'a pas tout le même impact. C'est sûr, la MRC, c'est tous les maires regroupés qui est la MRC. Fait que c'est sûr que il faut qu'on parle et qu'on réussisse à trouver des arrangements. Là. Sinon, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un autre scénario possible que les 3 présentés par la MRC? Je crois que le premier est intéressant parce que là, il nous préserverait la caserne. Faut la rénover, il y a un certain montant à mettre, ça coûte plus cher pendant 20 ans, mais ça reste que c'est... Oui, c'est cher, mais c'est pas si cher. Parce que si on calcule qu'est-ce que les citoyens vont être obligés de payer dans leur assurance, je pense que c'est comme une taxe déguisée. Tu sais, dans le fond, si on a une cote-part un petit peu plus élevée à la MRC, on l'ajuste sur nos taxes, ça va peut-être faire 1 sou, 2 sous de plus du centre d'évaluation dans l'année, mais on va donner un service aux gens. Fait qu'on ne sera pas obligés de débourser sur les assurances personnelles pour être couverts. Puis, en plus, je me suis fait dire qu'il y en a, peut-être que les assurances vont vouloir résilier leur contrat, vu qu'il n'y a pas de... on n'a pas de borne fontaine ici dans le village. On a des bornes fontaines, mais c'est pour la vidange des réseaux. Fait qu'on ne peut pas se servir de ça pour se plugger un camion. Fait qu'on va ici, il y a Damabois qui nous... On a une entente de service ils ont 2 bassins d'eau. Fait que c'est là qu'on va se ravitailler en eau. Mais c'est sûr que ça prend des pompiers. Fait que c'est sûr que c'est là que l'enjeu, faut qu'on... Moi, je pense qu'en ayant un répit, là, ça va nous donner le temps de trouver des solutions puis pouvoir s'asseoir ensemble pour essayer de travailler le dossier. Là. Merci beaucoup, M. Carrier. Ça fait plaisir. Merci, Joël, d'être avec nous. Ça fait plaisir. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a mené à remettre en question l'avenir de la caserne de Saint-Noël? Il y en a quelques-uns. Tout d'abord, il y a le contexte au niveau budgétaire. Donc, c'est le premier élément qui fait en sorte qu'on essaie d'identifier des moyens d'offrir un service adéquat en dessert incendie au meilleur coût possible. Donc, il y avait déjà une réflexion qui avait été amorcée il y a quelques années. En 2019, il y a une étude qui a été réalisée pour procéder à une réorganisation du service incendie. Et dans les recommandations, il y avait réévaluer le nombre de casernes sur le territoire. Donc, en 2021, il y a un exercice qui a été fait avec 2 casernes, Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand, qui étaient menacés parce qu'il y avait un manque d'effectifs flagrant dans ces 2 casernes-là. Donc, en début d'année 2021, il y a une campagne de recrutement qui a été réalisée pour obtenir des candidatures, pour obtenir le nombre de pompiers nécessaires pour opérer ces 2 casernes-là, qui est un nombre de 8 pompiers pour opérer une caserne. Et malheureusement, au terme de cette période de recrutement-là, on n'a pas recueilli le nombre de candidatures nécessaires pour être capable de maintenir ces 2 casernes-là en opération. Donc, on a dû procéder en juin 2021 à la fermeture de ces 2 casernes-là. Donc, ça, c'était un processus plus au niveau des effectifs. Au niveau de la caserne de Saint-Noël, il y avait aussi dans cette étude-là, au niveau de la réorganisation, de porter une réflexion sur la possibilité ou non de maintenir des casernes conformes avec le nombre d'effectifs nécessaires. Et dans ces discussions-là, la caserne de Saint-Noël faisait évidemment partie des discussions. Donc, de là, on a procédé à des analyses sur différents volets. Donc, le volet financier, le volet aussi des effectifs, André pourra vous en parler un peu tout à l'heure, et aussi au niveau de l'impact de l'éventuelle fermeture de la caserne sur la force de frappe, au niveau des municipalités qui sont plus concernées, donc Saint-Noël, Saint-Moïse et Saint-Damas. Donc, de là est venue la réflexion. On a procédé à une analyse qui nous démontrait que, tant au niveau des financiers qu'au niveau des effectifs, que le scénario privilégié, c'était la fermeture de la caserne.
et le transfert des effectifs à la caserne de Sébec, pour lesquels les pompiers de Saint-Noël interviennent déjà là, et collaborent déjà avec les pompiers de Sébec. Donc, c'est ce qui a été présenté, c'est un peu l'élément déclencheur là, de la réflexion actuelle. Donc, les gens qui semblent croire que la décision était déjà prise, que ça s'est fait rapidement, qu'il y aurait eu un manque de volonté de sauver la caserne. Donc, on peut comprendre qu'il y a quand même eu un effort qui a été fait pour essayer de la maintenir. Bien, en fait, dans le fond, la MRC s'adapte un peu au contexte. Il y a une recommandation qui a été déposée au conseil de la MRC pour la fermeture. Devant certaines préoccupations qui ont été émises par des membres du conseil de la MRC, on a décidé de faire une rencontre avec les 3 conseils municipaux pour les informer là, plus en détail là, des motifs derrière cette recommandation-là. Et par la suite, le 2 décembre dernier, on a tenu une rencontre d'information publique auprès de la population concernée qui poursuit les mêmes objectifs, là, d'expliquer là, les motifs derrière cette raison-là. Donc, suite à ces 2 rencontres-là, évidemment, il y a des préoccupations qui ont émergé. Donc, à l'interne, on a discuté, puis on a soumis une recommandation hier au conseil de la MRC qui est de confier un mandat au comité administratif de la MRC pour finaliser l'analyse au niveau de la fermeture éventuelle de la caserne et soumettre en février prochain une ou des recommandations au conseil de la MRC sur le sort là, de cette caserne-là. Donc, les citoyens aussi, une autre question, qui craignent notamment la hausse de leur prime d'assurance, des choses comme ça. Donc, c'est-tu une crainte qui est fondée ou c'est-tu de quoi que vous avez constaté, en fait, entre autres avec la fermeture de Saint-Vianney? Ça dépend des contextes, ça dépend de plusieurs facteurs. L'approvisionnement en eau pour les camions incendies, la catégorie de bâtiment, le temps-réponse aussi, qui est prévu au niveau du schéma de couverture de risque. Donc, c'est bien difficile là, de se prononcer sur un pourcentage de hausse au niveau des assurances, mais c'est sûr que plus il y a des advenant le cas où la caserne fermerait, plus il va y avoir des mesures atténuantes pour réduire l'impact au niveau des sinistres, bien, plus il y a de chances que l'augmentation des primes d'assurance soit moins élevée, là. Donc, c'est les prochaines étapes qu'on peut s'attendre, ça va ressembler à quoi? Bon, comme je le disais, il y a un mandat qui a été confié au comité administratif hier, en séance du conseil. Donc, les prochaines étapes, ça va être vraiment de ressortir chacune des préoccupations qui ont été émises, de réviser le contexte légal dans lequel on doit offrir un service incendie avec nos temps-réponse, avec le schéma de couverture de risque. D'évaluer aussi au niveau des effectifs, finaliser la réflexion au niveau des effectifs, puis au niveau des coûts aussi. Donc, on va ressortir différents scénarios. Comme on le disait à la rencontre d'information de public, il y a peu de sources de financement pour ce type de projet-là. Il y en a une actuellement, le programme PRACIM, qui a été lancé cet automne, mais pour lequel il n'y a aucune somme d'annoncée actuellement. Donc, c'est bien difficile pour l'instant de prévoir un scénario où on aurait des revenus de subvention. On va quand même se pencher sur la question là, pour voir si ça peut faire partie des scénarios possibles. Merci beaucoup, Gilles. Ça me fait plaisir. Les citoyens semblent inquiets face au danger potentiel de la meunerie en cas d'incendie. Est-ce que le fait d'enlever la caserne met vraiment les citoyens environnants en danger? Premièrement, le danger de la meunerie, c'est le réservoir de propane. Faut dire qu'on a des réservoirs de propane aussi dans les fermes, dans les bâtiments de ferme, ce que les gens savent moins. Les pompiers qui vont arriver, les premiers sur place, vont déjà faire un périmètre, faire évacuer les gens qui ont évacué, un peu comme la police va le faire des interventions où ils sont sur le terrain avant nous. Fait qu'il y a une première phase qui va se faire là, avant l'arrivée des camions de pompiers, peu importe s'il y a une caserne à Saint-Noël ou s'il n'y en a pas. Là. C'est dans notre nature de protéger les citoyens là, en premier. Là. Mais oui, c'est un risque, mais des fois, ce qu'on voit à la TV, c'est pas tout à fait la réalité, là, que les tanks de propane vont sauter comme ça. Il faut qu'ils se fassent chauffer beaucoup là, avant qu'il y ait déflagration. Parce qu'il y aurait aussi les particules en suspension aussi qu'il y a dans la meunerie. Ça, c'est un risque particulier au bâtiment, qui est une meunerie, un peu comme les usines qu'on a sur notre territoire. Toutes les particules en suspension vont faire que c'est un risque accru d'incendie. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on ces bâtiments-là, on fait des préventions là-dedans. Nos préventionnistes qu'on a ici au service incendie vont aller faire des préventions dans ces bâtiments-là, presque annuels, pour leur rappeler l'importance là, de nettoyer, d'éviter d'avoir des choses là, qui vont être
qui vont causer des risques d'incendie ou qui vont aggraver si jamais il y a un incendie. Là, la prévention est vraiment axée là, sur ces bâtiments-là, de risque élevé qu'on appelle pour nous, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive rien là, dans ce genre de bâtiment-là. Est-ce que le schéma d'intervention reste quand même acceptable avec la fermeture de Saint-Noël? Parce que si on regarde aussi, il y a Val-Brillant qui en ont une, qui sont entre Sébec et Amqui. Il y a Lac-Aux-Saumons qui sont entre Amqui et Côte-Abscal. Et ils ont leur caserne. Est-ce que ça ne va pas créer comme un vide un peu au niveau de cette région-là? Pour le schéma de couverture de risque, c'est moi qui est dans l'écriture du schéma. Pour rencontrer la force de frappe, qui est 8 pompiers, au départ, on avait déjà besoin de 3 casernes, ce qui veut dire la caserne de Sébec, de Saint-Noël et de Baie-des-Sables. Advenant une fermeture de caserne de Saint-Noël, ça n'a aucune influence là, sur le délai pour la force de frappe qui est de 8 pompiers parce qu'il fallait déjà avoir nos 3 casernes. Ça fait que le délai de temps-réponse pour avoir notre force de frappe reste le même. Ce que ça va faire, c'est que les effectifs, ils vont en avoir sur place puis que les autres vont venir là, des autres casernes. J'ai cru voir aussi qu'il y a un point qui avait été soulevé de la part du service d'incendie, aurait été le taux de réponse aussi des pompiers, on va dire à temps partiel, j'allais dire volontaire, mais à temps partiel. Donc, est-ce que c'est un des enjeux qui fait que c'est peut-être plus dur de se battre pour garder la caserne de Saint-Noël à ce moment-là? Bien, un peu comme Joël a parlé tantôt, la partie effectif, les pompiers, oui, c'est le nerf de la guerre. Malheureusement, de jour, puis c'est généralisé au Québec, là, c'est le nombre de pompiers qu'on va avoir sur nos appels de jour. Je vous dirais que les appels de jour, là, pour ce qui est du secteur ouest, là, la caserne de Saint-Noël, là, de jour, là, ça nous donne 2 pompiers là, qui vont répondre de jour. Ça fait qu'on systématiquement, la caserne de Sébec là, est appelée pour peu importe l'intervention, parce que ce qu'on parlait tantôt là, pour la force de frappe, c'est tout ce qui va avoir rapport à des bâtiments. Là. Incendie de bâtiments, garage, ferme, industrie, ces choses-là. Pour ce qui est des autres appels, accidents et autres, ben c'est juste une caserne d'appelés, mais systématiquement de jour, on est obligé d'affecter Sébec parce qu'on n'a pas assez de pompiers à Saint-Noël. Merci beaucoup, André. Merci. En janvier, on souligne le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Pour nous en parler, je reçois Ariel Bouchard de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Bonjour Ariel, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps dans ce mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Pourquoi le mois de janvier pour la sensibilisation à l'Alzheimer? En fait, le mois de janvier a toujours été un mois de sensibilisation à la maladie Alzheimer. Je crois que dans l'année, c'est un bon moment. Là, on revient du retour des fêtes et tout ça. Donc, je pense que c'est super pertinent. Peut-être qu'on est allé visiter de la famille, qu'on s'est rendu compte de certaines choses. Donc, pourquoi pas en parler en janvier, mettre la lumière sur la maladie, mais en parler toute l'année, c'est important naturellement. Et est-ce que tu peux nous parler brièvement aussi de la campagne N'oublions personne et c'est quoi son objectif principal? Oui, effectivement. À chaque année, le mois de janvier a une thématique, un message clé. Cette année, c'est N'oublions personne. Et nous, en fait, à la Société Alzheimer et également à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est que personne ne devrait avoir à vivre un trouble neurocognitif dans l'isolement. Donc, dans la solitude. C'est ça le message clé derrière la campagne cette année. OK. Et pourquoi aussi la stigmatisation est encore vraiment très présente dans les troubles neurocognitifs comme ça? En fait, j'ai l'impression que les gens, c'est très tabou, très stigmatisé encore. Il y a beaucoup de mythes, de fausses croyances autour des troubles neurocognitifs. Et je pense que les gens qui sont personnellement touchés de près ou de loin, il y a cette espèce de crainte-là. Il y a personne qui veut... il y a une statistique qui dit effectivement là, qu'une personne sur 4 nomme qu'elle ne voudrait pas le savoir si elle avait un trouble neurocognitif. Et je pense que ça a tout un lien derrière les fausses croyances, les idées préconçues, de dire je veux pas oublier les gens que j'aime, je veux pas oublier qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'aime faire. Donc, je crois que tous ces stigmas-là viennent renforcer les fausses croyances autour des troubles cognitifs. Mais oui, même que 53%, excuse-moi, des Canadiens craignent aussi de développer des troubles neurocognitifs. Dans le fond, sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi beaucoup, des gens qui ont beaucoup de crainte d'en avoir, qui n'en ont peut-être pas nécessairement encore, mais qui...
Oui, effectivement, on le voit tous les jours, que ce soit dans un salon pour aînés, par exemple, les gens qui passent à côté de notre kiosque hein, et qui veulent pas nous voir. Oh non, moi je suis correct, moi j'ai pas de trouble de mémoire. Les gens associent beaucoup trouble de mémoire aux troubles neurocognitifs. Et cette année, en janvier, là, on va avoir le 19 janvier pour être plus précis, là, il va y avoir une conférence gratuite en ligne qui va venir aborder les 4 visages des troubles neurocognitifs. Donc, on va parler autant de l'aspect mnésique, hein, donc les troubles de mémoire, mais également langagière, visuel, puis comportemental, qui sont d'autres angles des troubles neurocognitifs. Et notre but, c'est vraiment d'éduquer les gens pour les amener à être plus informés des autres signes précurseurs des troubles neurocognitifs, en fait. Oui, bien en fait, d'ailleurs, cette rencontre-là, que les gens peuvent assister par visioconférence, donc en Zoom, comment on fait pour pouvoir participer à ça? En fait, c'est très simple. Comme je l'ai dit, là, c'est gratuit. Ça va se passer de midi à 13h30 sur la plateforme Zoom. C'est simplement d'aller sur le site alzheimer.ca. Il va y avoir un lien pour s'inscrire. On va recevoir là, le lien la journée, quelques minutes avant. Là. Donc, de se brancher, comme on dit. Et l'année dernière, il y avait eu le même principe et la conférence avait été disponible en différé par la suite. Donc, pour les gens qui peuvent pas être présents sur les heures de diffusion, ça va être présent en différé là, sur notre site web. Ah, OK. Fait qu'au moins, les gens qui ne peuvent pas y assister vont pouvoir la revoir quand même, cette conférence-là. Là. Oui. Oui, effectivement. Puis c'est de l'information hein, qui est toujours pertinente, pas seulement en janvier, mais tout au long de l'année. Là. Oui. Aussi, je me demandais aussi, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui aiderait si quelqu'un peut aller chercher de l'aide plus tôt quand il constate des troubles neurocognitifs, des signes? Quand on prend ça plus tôt, est-ce qu'il y a des avantages à ça? Là? Ben en fait, les avantages en lien avec une détection précoce, en janvier l'année dernière, le message en janvier, c'était la maladie Alzheimer, plus on le sait tôt, moins il est trop tard. Et c'est qu'en fait, on va aller chercher l'aide qu'on a besoin plus tôt. Donc, mieux se préparer à l'avenir, avoir de l'information, prendre des décisions tandis qu'on est encore capable de les prendre, pouvoir agir là encore en lien avec nos décisions, en lien avec mettre en place certains outils aussi pour le futur. Donc, c'est vraiment là la plus-value d'une détection précoce. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à aller consulter ou à aller vous contacter par peur aussi d'être jugé aussi? Ben en fait, c'est sûr que nous, c'est un espace qui est exempt de jugement. Hein, il y en a pas. Ouais. Venez nous voir, venez prendre de l'information. Il y a aucune obligation. C'est pas un suivi nécessairement. Si la personne a besoin de nous voir une fois, avoir de l'info, on va toujours aller à son rythme à elle. Donc, si la personne n'est pas prête à recevoir de l'information plus précise en lien avec des aspects sur le futur, le dénouement de la maladie, peu importe, ben on va vraiment respecter son rythme. OK. Que ça dure 15 minutes, 1 heure, 2 heures, on s'adapte aux besoins de la personne. OK. Puis on assiste souvent aussi l'Alzheimer à juste des pertes de mémoire, mais c'est pas juste ça. Il y a d'autres signes précurseurs aussi, j'imagine. Oui, effectivement, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, tout l'aspect langagier, donc les difficultés liées à trouver le bon mot, se répéter, dire des choses quand c'est pas nécessairement ça qu'on veut dire, donc interchanger des mots. Au niveau de l'aspect visuel, hein, des troubles au niveau avec la perception, la lecture, l'orientation dans le temps, dans l'espace, reconnaître certains objets. Au niveau comportemental, des changements brusques au niveau du comportement, des altérations au niveau du jugement. C'en est tous des symptômes, des signes précurseurs des troubles neurocognitifs. Donc, il n'y a pas seulement les pertes de mémoire. Et ce n'est pas toujours les pertes de mémoire qui arrivent en premier, en fait. OK. Aussi, concrètement, c'est quoi les services qui sont offerts par la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent? En fait, comme tu viens de le dire, on est un organisme régional, donc on couvre le Bas-Saint-Laurent au complet et on a des services dans la majorité, presque la totalité des MRC, donc que ce soit un suivi psychosocial, donc avec une intervenante là, qui peut faire un suivi individuel, familial, une rencontre, plusieurs rencontres, elle s'adapte vraiment aux besoins. On a du répit-stimulation à domicile, donc stimulation pour la personne qui vit avec un trouble neurocognitif, mais répit pour la personne proche aidante. On a des centres de jour, on a également
également tout ce qui est conférences. On a de la formation également pour les professionnels. On a un beau centre de documentation ici à Matane. On a également de l'hébergement là, à la maison J. Arthur Desjardins à Matane. OK, donc aussi, j'imagine, les proches aidants, des fois, qui veulent avoir comme un répit, j'imagine, il doit y avoir des ressources aussi pour ça, là. Oui, effectivement. Ben, tout ce qui est répit stimulation à domicile, donc le temps que dure la stimulation, donc souvent on y va par bloc de 2 heures, 3 heures, c'est un répit pour la personne proche aidante. Il y a du répit de journée également à la maison J. Arthur Desjardins à Matane. Ouais. On aimerait bien avoir des maisons d'hébergement sur tout le territoire, mais c'est pas possible pour le moment. OK. Parce qu'il doit y en avoir quand même d'autres au Bas-Saint-Laurent. Même s'il n'est pas à Amkoui, j'imagine qu'il n'y en a pas juste une à Matane. Il doit en avoir aussi. Y a-tu à Rimouski? Ben, Parce avec que... la Société Alzheimer, la seule maison d'hébergement, c'est à Matane. Ah, OK. Et ce n'est pas toutes les sociétés Alzheimer là, au Québec qui ont des maisons d'hébergement. OK. Donc, c'est vraiment de s'informer. OK. Il y a peut-être d'autres organismes là, sur le territoire qui offrent du répit Ouais. à domicile, mais pas avec une maison d'hébergement là, de notre côté. OK. Puis si tu avais un message aussi à lancer au public là, concernant le mois de la sensibilisation, là, ça serait quoi? Là? Ben, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de transmettre aux gens à quel point c'est important d'en parler. De venir déstigmatiser les mythes autour des troubles neurocognitifs, c'est en parlant avec notre famille, avec les gens qui ont des craintes, avec les gens qui ont peut-être un début de troubles neurocognitifs. C'est d'en parler, c'est d'informer la population. On a également on fait des ateliers dans les écoles de notre côté pour venir sensibiliser les jeunes qui ont des grands-parents, des arrière-grands-parents peut-être. Donc, c'est vraiment d'en parler, de briser les tabous, en fait. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver aussi? Ben, en fait, on va clôturer ça en disant, j'aimerais ça que tu nous dises où est-ce qu'on peut contacter la Société d'Alzheimer, puis aussi redonner aussi les informations pour la conférence du 19 janvier. Oui, pour le 19 janvier, effectivement, ça va avoir lieu. C'est une conférence en ligne, gratuite, de midi à 13h30, qui a lieu sur Zoom. Donc, on peut trouver les informations sur alzheimer.ca. Sinon, pour nous contacter, c'est dans le 418-562-2144. Ça va mener au bureau régional qui est à Matane, puis ensuite, on va pouvoir rediriger l'appel. Sinon, on est très actifs sur notre page Facebook, Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent, tout ce qui est annonce de conférences, annonce de services. On met aussi des petites capsules informatives, donc c'est super interactif. Là, on invite les gens à nous suivre s'ils ont accès à Facebook. Parfait. Merci beaucoup, Ariel. Merci, Carl. Le 10 janvier dernier, à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amkoui avait lieu le lancement du livre Ma famille arc-en-ciel, qui a été écrit par 2 auteurs matapédiennes. Je me suis déplacé pour leur poser quelques questions. Mélissa, Jessica, merci beaucoup d'être ici avec nous pour donner une entrevue. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là. D'où est venue l'idée de, dans le fond, la collection Ma famille arc-en-ciel? Là? Comment ça vous est venu, cette idée-là? En fait, c'est venu du besoin de notre propre famille à la base, de notre garçon qui nous disait tout le temps, ben moi, j'aimerais ça, avoir une histoire avec 2 mamans, comme ma propre famille. Puis, on a cherché beaucoup au Québec. Puis, il y a un seul livre, Ulysse et Alice, qui a été sorti en 2006. C'est le seul livre qui parle d'un enfant qui a des parents du même sexe. Donc là, on s'est dit, wow, il y a vraiment quelque chose, un besoin à combler ici au Québec. Donc, on en a parlé, puis on a décidé de créer nous-mêmes ces livres-là. Et pourquoi une série? On ne voulait pas s'arrêter à un seul livre unique. On voulait vraiment faire vivre une famille homoparentale dans plein de thèmes au quotidien durant la série de 18 livres qui suit celui-là, donc 19 en tout. Okay. Ouais, c'était vraiment pour essayer de normaliser un peu les familles homoparentales ou les familles qui sont juste différentes des familles typiques. Puis le besoin était vraiment à la base pour les enfants chez nous, mais on le sait que ça va être utile pour tous les enfants de toutes les familles. Là. Et vous savez déjà qu'il va y avoir une bonne série de livres là, avec ça. Là. Oui. Si le financement suit, c'est ça. Nous, c'est comme juste un à côté. C'est comme un projet vraiment en surplus là, dans notre vie. Fait qu'on y va doucement selon nos moyens. On est agréablement surprise de la réponse. Oui. Fait que c'est ça, on va voir selon les moyens qu'on aura, l'évolution,
pour faire sortir le deuxième et après, on va y aller un à la fois. Là. Oui. Puis ce que je voulais peut-être ajouter aussi, c'est que au Québec, en tout cas en 2021, selon Statistique Canada, il y a 30 000 enfants qui ont des pères, des mères du même sexe, des parents du même sexe. Donc le chiffre a forcément augmenté depuis ce temps-là. Donc on s'était dit aussi qu'on n'était pas les seuls, la seule famille, en tout cas dans cette situation-là. C'est pour ça aussi qu'on a eu cette volonté de créer un projet qui allait pouvoir être utile à nous, à notre famille, mais aussi à toutes les autres familles au Québec. Donc, ça va un petit peu dans la sensibilisation aussi auprès des autres enfants pour normaliser ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis c'est un de nos buts aussi, là, peut-être, un de nos objectifs qui est comme apparu. C'était pas prévu au début. C'est apparu après d'essayer de voir, parce qu'on a eu des réponses comme quoi que les écoles seraient intéressées peut-être avec des fiches pédagogiques pour chacun des livres. Donc là, c'est ça, on est un peu là-dedans, là, à regarder avec les écoles ce qu'on peut faire. Fait que oui, pour la sensibilisation, c'est sûr et certain. Ouais. Puis là, ce premier livre-là parle de l'arrivée d'un chaton. En fait, y a-t-il une raison un peu pourquoi vous avez été vers cette ligne d'histoire-là, vers l'arrivée mettre en scène un chat un peu? Oui. Mais dans le fond, pour notre premier livre de la série, on voulait présenter la famille et présenter la maison de la famille. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser l'arrivée du chaton, comme quoi la famille se présente au chaton et présente sa maison. De façon ludique aussi, là, pour les enfants, tu sais. C'est quand même assez subtil, mais nous, en tant qu'adultes, on le sait très bien que le fait d'amener le chat fait en sorte qu'on va connaître toute la famille, mais les enfants, eux, ils voient ça comme... T'sais, on veut vraiment se rapprocher de ce que les enfants vivent au quotidien et aiment. Puis on est bien placé pour le savoir, avec 3... Ouais, c'est ça. Vivez un petit peu. Hein, oui, exactement. Comment est-ce que vous abordez la notion, dans le fond, de la diversité familiale, mais sans tomber non plus dans la moralisation, mais plutôt avec la douceur? Bien oui, parce qu'on ne parle jamais d'homoparentalité dans nos livres. C'est vraiment juste les aventures du quotidien, tout ce qu'il y a de plus normal d'une famille. Donc, c'est ça qui est important pour nous. On donne pas de leçons, c'est pas moralisateur du tout. On veut juste une représentation. Tout à fait. C'est ça. C'est juste de donner de la place, donner un petit peu de place à une famille comme la nôtre. Chaque membre de la famille a une personnalité quand même assez définie, je pense, dans votre histoire. Est-ce que certains personnages sont inspirés vraiment de votre vécu? Ou ben non, est-ce que c'est des personnages un peu réels, on va dire? Mais c'est ce qu'on disait tantôt lors du lancement, c'est que je pense que tout artiste va s'inspirer de ce qu'il connaît, qui gravite autour de nous, que ce soit pour la création de livres, pour tout ce qui est dessin, pour la musique même. Fait que oui, il y a un peu de fond de vérité dans... On s'inspire de ce qu'on voit autour, des amis aussi, puis des familles autour de nous. Mais ça reste que c'est quand même fictif. C'est fictif, mais c'est inspiré quand même de nos aventures, des aventures de nos enfants et de nos chats aussi. Donc, il y a les jumeaux, donc c'est Léo et Mia, qui occupent une place quand même assez centrale dans le livre. Oui. Vous avez choisi les jumeaux, j'imagine, parce qu'il y a des jumeaux à la maison. Non, pas du tout. Non, je voyais les deux enfants, puis je pensais que tu étais du même âge. Exactement, c'est que tout le monde pense que c'est des jumeaux. Okay. Fait que là, on s'est dit, tu sais, c'est de là aussi la fiction, là, tu sais, comme nous, on s'est dit, des jumeaux, c'est le fun, on représente les jumeaux. Il n'y a pas de livre qui parle toujours de jumeaux non plus. Fait qu'on essaie d'amener plein de choses différentes autour dans notre livre qui fait qu'il représente un peu des vécus spéciaux. Oui, c'est ça. Puis, comment s'est déroulée aussi la collaboration entre vous deux pour écrire un livre comme ça? Est-ce qu'il y avait un petit peu de relance, des fois, est-ce qu'il y avait un petit peu de... je vais dire la tension, mais j'imagine que c'est pas une grosse tension, là. Mais... Jessica, elle est technicienne en éducation spécialisée. Donc, quand il a fallu décider des thèmes de nos livres abordés, c'est sûr qu'elle a été comme vraiment importante dans les prises de ces décisions-là. Qu'on a établi en premier tous les sujets sur lesquels on voulait traiter. Ça a été la première étape. Ensuite de ça, on a fait une écriture vraiment à deux. Ça allait super bien. On discutait aussi de comment on voulait amener le thème. Fait qu'on le faisait comme ça, puis ça a vraiment bien été. Je pense que c'était le moment, puis ça s'est tellement fait facilement qu'on n'a rencontré aucune résistance. Tout s'est fait naturellement. Fait que, ouais.
Ça a super bien été. Comment est-ce que vous avez travaillé avec l'illustratrice Satoji, donc pour donner cet univers-là? Comment que ça s'est venu, ce lien-là avec l'illustratrice? En fait, on a recherché sur une banque d'illustrateurs au Québec parce qu'on n'en connaissait pas, nous, personnellement. Ouais. Puis on est tombé sur Satoji, qui est une artiste gaspésienne qui vit à Rimouski. Et on a trouvé son portfolio vraiment beau. Les images nous parlaient vraiment, ses dessins, c'était... On dirait qu'on le savait que c'était ça. Ouais. Mais sauf que là, il fallait quand même lui demander. Donc, le Mélissa, elle a contacté. On a contacté Satoji, puis on a eu plein d'échanges. Ça a été un long processus. Beaucoup d'ouverture. Elle nous a envoyé des esquisses. Ouais. On a répondu à l'affirmative. Ça nous plaisait. Puis ça a été un travail comme ça de longue haleine pendant plusieurs mois. Là, vous avez fondé votre propre maison donc d'édition, les Éditions Blanches. Pourquoi vous aviez choisi ce choix-là plutôt que de vous tourner vers une maison d'édition déjà existante? Bien, en fait, on recherchait des maisons d'édition. À la base, on pensait faire affaire avec une maison d'édition, mais on cherchait une entreprise qui porterait vraiment nos valeurs et avec laquelle on pourrait garder notre pleine liberté créative. C'est ça. Puis on a compris qu'avec une maison d'édition, souvent, c'est parfait une maison d'édition là, pour ceux avec qui ça concorde. Mais tu sais, nous, la liberté qu'on voulait avoir pour être sûr de vraiment changer ou pas, de suggestions obligatoires. Tu sais, on s'est dit, la meilleure façon, c'est ça, là. C'est vraiment ça. C'est d'en créer une. Fait que, mais on a recherché, on a fait les recherches, puis on a comme appris à comment ça fonctionne, puis on l'a fait. Oui, on l'a fait. Là, c'est quoi les défis aussi ou les grandes fiertés que vous avez eues à la fois donc, en tant qu'autrice dans ce projet-là? Bien, le défi, c'est sûr, le financement. Là. On se le cachera pas. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, nous, on y va lentement parce qu'on y va selon les moyens qu'on a. Puis, tu sais, nos familles sont d'une précieuse aide aussi. Ils croient à notre projet. Ça, c'est peut-être le défi. Puis, la plus grande fierté, je pense, ça a été quand on a reçu le premier livre avec les images de notre illustratrice, toutes imprimées, tu sais, qu'on l'avait dans nos mains, là. Puis la plus grande fierté, ça a été le moment où on l'a lu aux enfants, qu'on était assis dans le salon avec eux, puis qu'on l'a découvert avec eux. Parce qu'eux étaient nos complices aussi là-dedans, dans ce projet-là. Ils étaient au courant. Donc, c'était beau de voir leur émerveillement dans leurs yeux. Oui, parce que les enfants, ils ont eu quand même un rôle à jouer dans le processus créatif aussi, si je ne me trompe pas. Bien, ils connaissaient le projet depuis le début. T'sais, on leur a demandé au début si eux, ça les intéressait, s'ils aimeraient ça, être dans une histoire, puis qu'ils parlent de deux mamans, parce que c'était leur demande à la base. Puis c'était oui. Fait que quand on est arrivé avec le livre, ils savaient là, de quoi qu'on parlait puis qu'est-ce qu'on leur montrait. Et ils étaient tellement heureux. Ouais, c'était beau à voir. Ouais. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une ouverture grandissante pour ce type de livre-là au Québec? Bien, clairement. Oui, juste ici, dans notre milieu, ici à Amqui, il y a vraiment une grande ouverture, déjà des éducatrices, des enseignantes. Tout le monde accueille notre projet les bras grands ouverts. Puis, tu sais, je sens vraiment pas beaucoup de défis ou de résistance. C'est comme tout va naturel, tout coule de source dans ce projet-là. Comme quoi, je pense que c'était extrêmement nécessaire dans notre société actuelle, un projet comme celui-là. Oui, puis la preuve, c'est que dès qu'on a sorti l'annonce sur nos réseaux sociaux, je peux même pas calculer le nombre de messages qu'on a reçus qui disaient juste « enfin ». Donc, tu sais, il y a beaucoup de familles qui l'attendaient. Ouais. Puis, tu sais, en seulement 2 semaines, il y a déjà des familles de partout au Québec qui ont nos livres entre leurs mains en ce moment. Donc, ça aussi, c'est une super belle fierté. Donc, on est très contents. J'imagine que vous faites un peu la promotion aussi via le web, là, par les groupes Facebook. En fait, c'est seulement par nos réseaux sociaux. Puis ça fait 1 an qu'on travaille comme en sous-marin, j'aime dire, là, que personne voit, mais qu'on le fait, puis qu'on le sait, nous, que c'est pour ça aussi. Fait que je pense qu'on s'était bien préparés. Puis ça ne fait que grandir de jour en jour. Là. C'est ça. Donc, TikTok, Instagram, Facebook. Puis notre page maintenant, notre site web qui est www.editionblanche.com. Fait que là, avec le site web, on a accès à tout, puis aux prochains livres, je l'espère, qui vont arriver bientôt. Je vais vous poser une petite question, plus la question qui tue quasiment. Là. Comment est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que les thèmes de diversité n'ont pas leur place dans les livres pour enfants? Moi, je peux être honnête, on les ignore. Parce que moi, je le sais que le besoin est là. Fait que, tu sais, je pense que dans tout ce qu'on fait, on a toujours des gens qui seront pas contents.
Il y a toujours de la haine de toute façon. Quoi qu'on fasse, on ne peut jamais être aimé de tous. Donc, ça existe, c'est bien présent, mais comme dit Jess, on ne peut que ignorer et ne pas répondre à la haine par la haine. Et qu'on vraiment juste focusser aussi sur les familles, justement, qui nous ont dit enfin, sur les familles qui achètent notre livre, sur tous ceux qui croient au projet. T'sais, on a tellement de commentaires de partout, puis de plein de familles différentes, là, parce que le but n'est pas juste de créer... Oui, le livre a été créé pour les familles comme la nôtre, mais aussi, je l'espère, que des familles normatives vont acheter le livre pour faire de la sensibilisation auprès de leurs enfants, parce que c'est grâce à ça aussi que les enfants comme les nôtres vont aller à l'école et se feront plus demander pourquoi c'est pas comme leur famille à eux, t'sais. La diversité, ça existe en 2026, là. Fait qu'on espère, grâce à notre livre, des enfants pourront se sentir fiers d'avoir 2 mamans ou 2 papas, puis se sentir tout à fait normal à travers leurs amis d'école, leur famille. Et puis, Est-ce que vous avez des projets aussi pour les éditions blanches dans le futur? Est-ce que vous voulez aller dans le thème de la diversité dans tout genre un peu? Est-ce que vous avez des idées un peu? Oui, on a quelques petites idées. Tu peux le dire, on reçoit déjà des demandes d'autres auteurs, premièrement. Qui aimeraient se faire publier. Exact. Et puis, nous, personnellement, on a aussi plein d'autres idées et plein d'autres projets. Donc, ce n'est que le début d'une longue aventure. Exact. Puis, là, présentement, on va focusser sur cette série de livres-là, mais on déborde d'idées dans notre tête. Là. Fait qu'on va juste attendre de voir quelle ampleur ça prendra. Mais on va vous garder les surprises pour tous nos autres projets. Si on veut se procurer le livre, on va où? On fait comment? Donc, j'imagine les éditions blanches, éditionblanche.com. Donc, via notre site web éditionblanche.com et à la librairie Check ça dès maintenant ou dès la semaine prochaine, selon la diffusion de cet épisode. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye-bye. L'artiste électropop Wendat Anima Aura vient nous présenter son spectacle le 22 janvier prochain à Amkoui à la salle Jean Cossette. Je lui ai envoyé une invitation pour qu'elle vienne nous parler et c'était très, très, très intéressant. On s'en va regarder ça. Anima Aura, merci beaucoup d'être avec nous pour une petite entrevue avant que tu viennes en spectacle. Tu vas être avec nous la semaine prochaine. Mm-hmm. Oui. J'aimerais ça commencer poser une question. En fait, j'aimerais ça savoir, Anima Aura, de où ça vient ce nom-là? Est-ce que ça a une signification particulière? Oui, c'est quand même une longue histoire, mais là, tu sais, avant de commencer mon projet, je recherchais mon nom d'artiste, puis je me demandais si ça allait être Danica, qui est mon vrai nom. Puis j'étais sur le Mont-Royal à Montréal avec des amis, puis je m'étais dit cette soirée-là que je trouvais mon nom d'artiste. Si je le trouvais pas cette journée-là ou cette soirée-là, j'allais prendre mon nom d'Annika. Fait que dans le fond, au travers de la soirée, j'ai trouvé des petits collants, des petites lettres à terre, tout en marchant sur le long du Mont-Royal. J'ai trouvé un Y à terre qui était comme tout brillant. Puis là, j'étais comme, OK, c'est peut-être une lettre qui va être dans mon nom, mais tu sais, Danica, il y a aussi un Y. J'étais comme, OK, peut-être que là, la vie me dit que ça va être mon nom. Fait que je continue. Un moment donné, je vois un A. C'est comme s'il y avait un enfant qui avait comme droppé ses collants à terre, je sais pas trop. Puis un moment donné, j'ai trouvé un M. Fait que un N, excuse. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait comme c'était toutes des lettres qui étaient déjà dans mon vrai nom. Et là, j'en ai parlé à mes amis à ce moment-là, puis un de mes amis qui était là, il m'a juste dit, est-ce que tu sais c'est quoi Anima? Puis là, j'ai fait comme, j'aime donc bien ça, ce mot-là, ce nom-là, tu sais. Puis il m'avait expliqué que c'était le côté féminin dans le subconscient de l'homme. Fait que c'est comme un côté spirituel qu'il y a dans l'homme et autant dans la femme. Et aussi la croyance des Autochtones et des Premières Nations, en fait, qui est l'animiste. Fait que en fait, c'est que on croit que tout a une âme et que tout est connecté. Et ça, dans le fond, c'est l'animiste. Fait que je trouvais que ça faisait énormément de sens pour moi à ce moment-là. Fait que j'étais comme, Anima, pour moi, c'était vraiment comme exactement ce que je voulais véhiculer un peu à travers mon art. Puis c'était aussi comme les mêmes pas syllabes de mon nom, mais tu sais, Danica et Anima, c'était comme la même... Ouais. C'était comme moi, mais un petit peu modifié. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai dit, OK, cette soirée-là, ben j'ai trouvé mon nom d'artiste. Puis ben là, suite à ça, quelques années plus tard, je pense 2 ans plus tard, bref, il y a eu un DJ qui a explosé là partout. Puis à l'époque, mon gérant était comme, tu sais, il va prendre un peu tout ce qui est Anima au niveau des médias et tout ça. Fait que j'ai dû comme... Fallait à ce moment-là soit changer mon nom, mais j'étais vraiment attachée
au nom Anima, puis je refusais de l'enlever complètement. Fait que c'est là que je me suis tournée vers ma nation. Puis, mon grand-père avait un recueil de plein de mots Wendat. Fait que je me suis juste dit, je vais trouver un mot Wendat peut-être qui me parle. Et en feuilletant le recueil, j'ai trouvé aura, qui veut dire, en fait, c'est l'élément de l'air en Wendat. Et pour moi, ben, c'est super important parce que je me connecte beaucoup à la respiration pour méditer puis relaxer et me connecter, en fait, à mon être et aux esprits, en fait. Puis aussi, l'appareil vocal, c'est un instrument avant. Donc, j'étais comme, ça fait vraiment beaucoup de sens avec ce que je fais. Donc, c'est devenu Anima Aura avec le temps. Wow, super. C'est vraiment un très beau nom, d'ailleurs. Dans le fond, t'es une artiste Wendat. T'as une famille aussi très artistique. Donc, ton père était producteur de musique. Ta mère était dans la danse. Comment ça t'a façonné en tant qu'artiste? Mais j'aimerais aussi savoir avant, c'était comment grandir dans une famille artistique comme ça? La danse et la musique devaient être très présentes, j'imagine. Mm-hmm. Absolument. Ben, comme tu l'as dit, mon père était musicien, donc très, très jeune, là, je me rappelle, je me souviens, j'allais voir ses spectacles, puis ça m'a tout le temps émerveillée. Puis à la fin des spectacles, souvent, il venait me chercher dans la foule pour me faire monter sur scène. Donc, j'ai 2-3 ans, puis je me rappelle juste être dans ses bras. Puis c'était à la fin, mon père, il faisait tout le temps un genre de finale où qui invitait aussi les gens de la foule à venir sur scène pour un peu nous rappeler qu'on est tous un. Puis que c'est pas parce qu'on est sur scène que eux ils sont dans l'assistance qu'il y a une différence entre nous, mais que c'était de s'unir. Fait que ça m'a vraiment comme très jeune de voir ça puis d'être mêlée à cet univers-là, je sais pas, ça m'a vraiment façonné en tant qu'artiste. Puis tu sais, dans la maison, en grandissant, il était tout le temps dans son studio en train de composer avec tous ses pianos. Puis, fait que tu sais, ça a fait beaucoup partie de ma vie. Puis, je pense en 2012, il a fait une production qui s'appelait Ozalic. Puis j'étais assez vieille à ce moment-là pour pouvoir faire partie du spectacle. Donc, c'est là que ma mère était chorégraphe pour ce spectacle-là. Et donc, j'ai pu danser sur le spectacle à mon père. Mais c'était pas en chant. À ce moment-là, on avait André Lévesque, Sioui, qui était la chanteuse et qui, elle aussi, m'a beaucoup, beaucoup inspirée à travers mon parcours. Donc, ouais, ça a été... Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça a été rempli de musique. Toute ma vie, ouais. Est-ce que tu as grandi avec la culture Wendat qui était vraiment présente dans ta vie ou c'est de quoi que tu as découvert plus vieille un petit peu? C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. On se déplace du côté de Diffusion Mordicus où l'auteur-compositeur-interprète Émile Proulx nous présente son spectacle Ma main au feu vendredi le 16 janvier 20h. L'artiste électropop autochtone Anima Aura aussi présente son spectacle le 22 janvier à 20h. Alexandrine Marcoux et Éric Labbé nous présentent un hommage aux Everly Brothers le 25 janvier à 15h. Du côté de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons, ce soir, le 16 janvier, à la salle multifonctionnelle, il y aura la veillée historique, un nouveau regard sur le Lac-aux-Saumons où 3 conférenciers vous présenteront les côtés méconnus de l'histoire de Lac-aux-Saumons. L'entrée est gratuite. Le lendemain, le 17 janvier à 10h, il y aura dans les locaux de la bibliothèque de Lac-aux-Saumons un atelier qui est intitulé « Bien manger à petit prix » avec la nutritionniste Stéphanie Hébert contre contribution volontaire. Maintenant, le 17 janvier, dès 9h, donc demain matin, il y aura le challenge du lac Matapédia à Saint-Vianney pour aller voir les départs des chiens. Ça se passe tout près de la pourvoirie Fournier, au 100 rang 1 Nord. Il y aura de la tire sur neige et de l'animation sur place. Le 23 janvier, au chalet principal de Val-d'Irène, il y aura un show punk avec Six Gun Smoke de Miramichi, Moche et Drive-By de Rimouski. Rayon de partage en santé mentale propose une activité gratuite de laser tag vendredi le 23 janvier de 18h30 à 20h au Gym Fitness à Amqui. Pour info ou inscription, appelez au 418-629-5197. Maintenant, du côté du cinéma Figaro d'Amqui, à l'affiche du 16 au 22 janvier, il y aura le film sportif Marty Suprême. Le thriller La femme de ménage sera de retour pour une semaine supplémentaire à la demande générale. Il y aura aussi le film d'horreur Primate qui est toujours à l'affiche.
Il y aura aussi le film Charlie l'Ultra-Chien en l'après-midi, le samedi et le dimanche. Les aventuriers voyageurs aussi nous présentent Montagne en scène, donc c'est l'édition hiver, samedi en après-midi ainsi que mercredi soir. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des activités culturelles à nous partager que vous voulez qu'on diffuse ici, donc juste à nous écrire au journaliste@tvcmatapédia.com. C'est ce qui conclut cette édition d'Info.tvc. N'oubliez pas le Télébingo ce dimanche et on se revoit la semaine prochaine.